Bonjour à tous et bienvenue. On va juste attendre que d'autres personnes, les autres ont la chance de nous joindre et on va commencer prochainement. Bonjour et bienvenue à tous à la série webinaire Les carrières sur projecteur par le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. La session d'aujourd'hui portera sur les carrières en sciences au sein du gouvernement fédéral. Je voudrais commencer la session d'aujourd'hui en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je vous encourage à tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ma part, je m'appelle Safia Hassan et je serai l'animatrice de la session d'aujourd'hui. Je suis une évaluatrice scientifique qui travaille sur le dossier du cannabis à Santé Canada. J'ai un bac en sciences biomédicales et je poursuis ma maîtrise en épidémiologie à l'Université de Montréal. Je suis aussi la coprésidente du réseau des jeunes professionnels à Santé Canada et à l'Agence de la santé publique du Canada. Avant de poursuivre, je voulais qu'on fasse un petit sondage. Alors, prochainement, sur votre écran, vous allez voir apparaître ce petit sondage-là. Et il y a 3 questions. La première, dans quel domaine ou profession travaillez-vous actuellement? Si vous pouvez occuper n'importe quel poste au sein du gouvernement du Canada pendant une journée, lequel choisiriez-vous? Et qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre carrière? Alors, je vous laisse quelques secondes à répondre à cette question-là, à ces questions-là. Alors, il paraît que la plupart d'entre vous semblent être ici pour des possibilités d'apprentissage et de croissance, et c'est quelque chose que je partage avec vous aussi, et je suis certaine que c'est une thématique sur laquelle nos experts pourront élaborer davantage. On va continuer avec l'ordre du jour sur la prochaine diapo. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer avec des éléments logistiques et techniques. Ensuite, on va continuer avec l'exploration des carrières dans le gouvernement du Canada. Ensuite, on va entrer dans qu'est-ce que font les professionnels scientifiques, leurs qualifications et compétences, et apprendre par expérience. Pour les instructions techniques et logistiques, notez bien que tous les microphones et caméras pour vous, les participants, seront désactivés. Le clavardage sera désactivé aussi pour les participants, mais nous allons l'utiliser pour vous envoyer des ressources. Pour poser vos questions, veuillez utiliser le bouton Q et A qui sera en bas sur votre écran Zoom. Vous pouvez supporter les questions qui vous interpellent en mettant une mention du pouce levé ou thumbs up en anglais sur les questions qui vous interpellent. Et cette session se déroulera uniquement en français. Si vous avez manqué la session en anglais qui vient d'avoir lieu, vous pouvez en retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube du réseau. Et naturellement, toutes les sessions seront enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux dans les 24 heures qui suivent la session. Pour les objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui, il y en a 5. L'identification des parcours professionnels offerts au sein de la fonction publique fédérale,
Compréhension et responsabilité typiques, les compétences requises et la réalité quotidienne des professionnels occupant divers rôles dans la fonction publique, la compréhension des qualifications, des expériences et des compétences nécessaires pour poursuivre des parcours professionnels spécifiques au sein du gouvernement du Canada, échanger avec des fonctionnaires expérimentés afin d'obtenir des perspectives concrètes et personnelles sur le développement et la progression de carrière, et finalement, la découverte des possibilités de réseautage et de mentorat pour en apprendre davantage sur les parcours professionnels dans ce domaine. Et maintenant, sans tarder, je vais vous introduire nos experts. On va commencer avec Émilie-Ève Gravel, qui est gestionnaire de l'unité des perspectives comportementales du Bureau de la concurrence, qui va nous décrire les différentes carrières scientifiques au gouvernement. Ensuite, on va avoir Marie-Josée Simard, chercheuse en malherbologie pour l'agriculture et agroalimentaire Canada, qui va nous décrire ce que font les scientifiques au gouvernement. Et finalement, Laetitia Guillaumette, ma collègue à Santé Canada, qui elle aussi est évaluatrice scientifique, qui va nous donner des exemples des compétences et des qualifications pour les carrières scientifiques au gouvernement. Alors, Émilie-Ève, la parole est à vous. Bonjour, merci Safia. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager mon expérience avec vous. Je me joins du territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe et j'aimerais aussi vous partager que les idées et les opinions que je vais partager avec vous aujourd'hui sont les miens et ne représentent pas ceux du Bureau de la concurrence. Donc, moi, je suis chercheur en psychologie de formation et comme Sophia le disait, je suis la gestionnaire de l'unité des perspectives comportementales du Bureau de la concurrence. Donc, le travail du Bureau de la concurrence est pas très bien connu parmi les Canadiennes et les Canadiens, mais joue un rôle vraiment instrumental pour justement la santé de notre économie et notre qualité de vie qui en découle. Donc, la concurrence, c'est vraiment le moteur d'une économie saine. Quand les marchés économiques sont concurrentiels, les consommatrices et les consommateurs bénéficient de prix plus bas, on a un plus grand choix, puis on a une meilleure qualité dans nos services. Pensez justement aux prix élevés qu'on a en télécommunications au Canada, qui est en partie dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de compétition dans le domaine des télécoms. Donc, sans concurrence, les marchés risquent d'être dominés par quelques acteurs qui entraînent des coûts plus élevés, moins d'innovation et des effets néfastes pour le public. Donc, c'est vraiment justement le crux du jeu du Monopoly. Donc, pour protéger la compétition, le Canada dispose d'une série de lois qui vont encadrer les pratiques des entreprises. Donc, le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant qui est chargé de faire appliquer ces lois pour préserver et promouvoir la concurrence. Donc, justement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'attaquer aux pratiques anticoncurrentielles contre les cartels, donc les organismes, les organisations qui font des ententes entre elles pour garder leurs prix élevés et se distribuer les marchés. Les abus de position dominante, donc les monopolies, les pratiques commerciales trompeuses. Donc, nous, en fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de protéger les marchés et les consommateurs. Donc, en tant que psychologue, ce que je fais, c'est que j'intègre les connaissances des sciences du comportement à la compréhension non seulement du comportement et des processus de décision des consommateurs, consommatrices, mais aussi à ceux des entreprises. Donc, savoir comme qu'est-ce qui arrive justement quand une entreprise décide de faire en sorte que c'est difficile de canceller leurs services, puis que les consommateurs ne peuvent pas faire de comparaison. Donc, avec notre équipe, on fait justement des recherches pour démontrer les mécanismes et les conséquences de toutes sortes de pratiques anticoncurrentielles sur le comportement humain. Donc, pour vous parler un petit peu plus de mon parcours, puis comment je suis arrivée ici, moi, je pensais vraiment pas me diriger vers une carrière dans la fonction publique. J'adore la recherche théorique, les questions de méthodologie, l'analyse. Je suis vraiment une grosse nerd. Les questions appliquées, ça m'intéressait pas beaucoup quand je faisais mon doctorat. Donc, je voulais me diriger vers une carrière académique.
Pendant la dernière année de mon doc, je vivais à Montréal, puis je m'apprêtais à commencer un postdoc. Mais mon père est tombé très malade, puis il restait seulement quelques années à vivre. Puis je savais que je pourrais pas profiter du temps qui me restait avec lui si je faisais un postdoc. Donc les gens qui sont ici en recherche scientifique, si vous êtes surtout maîtrise, doctorat, vous savez à quel point le monde de la science, ça nous consomme, puis on n'a pas vraiment le temps pour rien d'autre. Ce que j'ai décidé, c'est vraiment faire le choix de mettre tout ça sur pause, revenir à Ottawa, puis j'ai déniché un emploi dans un lab d'innovation avec Emploi et Développement social Canada, parce que j'avais besoin d'un peu de sous pour rembourser mon très gros prêt étudiant que j'avais accumulé au cours de mes 12 années d'études. Je me suis dit, ben écoute, je vais essayer le gouvernement, puis si j'aime pas ça, je retournerai faire un postdoc. C'est pas si grave, on est là pour euh, faire justement des expériences. Mais en fait, j'ai trouvé que le travail était vraiment inspirant. J'ai réalisé à quel point faire de la recherche qui contribue directement à la société canadienne, c'était vraiment motivant pour moi. Quoique j'aimais beaucoup la recherche théorique, j'aime ça encore. Savoir que mes connaissances n'allaient pas être utilisées, puis que de rester dans le milieu académique qui est quand même très dur et qui peut être très démoralisant, j'en ai vraiment perdu envie. J'ai aussi beaucoup apprécié avoir un salaire qui était digne de mes compétences. Pendant la plupart de mes années de doc, j'ai fait moins d'argent qu'une personne qui travaille au salaire minimum, mais j'étais une des seules spécialistes dans mon domaine, que ce soit au Canada ou dans le monde. Tu sais, des fois, c'était comme vraiment difficile de se faire un peu comme presser comme un citron par le milieu académique. Puis aussi les conditions de travail, puis le bon équilibre de vie que j'ai eu à la fonction publique. Donc, j'ai jamais vraiment regardé en arrière, quoique des fois, la recherche théorique, ça me manque. Je vais passer à la prochaine diapo pour vous dire quelques mots sur les classifications. Donc, quand on parle d'explorer les carrières dans le GC, c'est important de savoir que toutes les positions sont organisées selon ce qu'on appelle des classifications de postes. Puis il y en a vraiment beaucoup. Une qui n'est pas ici, qui n'est pas représentée, mais qui représente la plus grande partie des gens en sciences sociales, comme moi, c'est la catégorie EC, donc catégorie économique et sciences sociales. Puis aussi un petit mot, c'est des gens qui sont en sciences des données ici. Important de savoir que les gens en sciences des données se retrouvent dans la catégorie EC, la catégorie des services administratifs, de la TI. Donc, quand vous faites vos recherches d'emploi, c'est important de ne pas s'en tenir seulement aux classifications, mais aussi aux mots-clés. Parce que si vous cherchez seulement, je ne sais pas moi, avec le terme sociologue ou psychologue, vous n'allez peut-être pas trouver ce que vous cherchez. Aussi important de chercher des mots-clés qui peuvent être assez génériques, comme des choses comme analyste de données, chercheur. C'est rare des fois que les descriptions de postes vont avoir des termes super précis, donc c'est bien d'élargir sa recherche. Autre truc et astuce, des fois, c'est d'accepter des postes dans des domaines connexes. Parce que si vous êtes dans un domaine qui est très niché, peut-être qu'il n'y aura pas de poste disponible quand vous allez diplômer. Donc, c'est bien d'avoir un pied dans la porte, au moins pour rentrer puis avoir de l'expérience. Quand on parle des normes de qualification, ben, la plupart des carrières en sciences, on demande des diplômes d'études postsecondaires, mais pour une très grande partie des postes, c'est souvent des maîtrises ou sinon des doctorats. Vraiment important de poser la question à savoir si vous voulez être dans un poste de haute pointe, est-ce que vous allez être prêt à justement faire ce niveau d'études-là. Tu vois que c'est toujours nécessaire d'avoir un doctorat, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que ça a été une des meilleures décisions parce que ça augmente vraiment votre calibre en tant que scientifique. Vous n'allez jamais avoir l'opportunité de vous former de cette façon-là au travail, donc des choses à considérer. Puis aussi en termes d'expérience en recherche scientifique,
c'est vrai que des fois, c'est pas nécessairement facile d'avoir de l'expérience quand on est aux études, mais si vous pouvez décrocher des postes en assistant de recherche, puis si ça, c'est pas possible, faire du bénévolat dans des labs de recherche, c'est toujours une excellente stratégie, justement pour bonifier votre CV puis augmenter votre profil en termes d'être un candidat compétitif. Donc, sur ça, je vais passer la parole à notre autre contributrice. Ah, bon. Je- ah, j'espère que je suis pas, que je découpe pas trop. On dirait que ma vidéo, on espère que ça fonctionne. Merci. Premièrement, j'aimerais remercier le réseau pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de parler au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Mon nom, c'est Marie-Josée Simard et je suis localisée à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un territoire non cédé Abénaquis et Mohawk. Et mon centre de recherche travaille ici, il s'appelle le Centre de recherche de Saint-Jean-sur-Richelieu, et on travaille vraiment en phytoprotection. Donc, on a des chercheurs à notre centre qui appellent donc la protection des cultures. Donc, les chercheurs travaillent à travailler sur les insectes qui peuvent affecter les cultures, les insectes, les champignons, les nématodes, les virus, les bactéries, donc tout ce qui peut affecter les cultures, et y compris, moi, les mauvaises herbes. Donc, ça s'appelle la malherbologie. Pourquoi est-ce qu'on étudie les mauvaises herbes? Ben, c'est que les mauvaises herbes, si on laisse toutes les mauvaises herbes pousser, comme vous voyez en arrière de moi, les mauvaises herbes vont facilement prendre 20 à 100 du rendement de la culture. Donc, dans une culture qui n'est pas compétitive comme des carottes, ben, on peut se retrouver avec aucune carotte vendable si on laisse toute la mauvaise herbe pousser. Et même une culture relativement compétitive, on peut se retrouver avec des bonnes pertes de rendement. Comme en arrière ici, ben, il y en a une culture, mais on ne la voit plus parce on a laissé toutes les mauvaises herbes pousser. On voit à peine les rangs de soya. Ben, c'est ce qui arrive si on laisse tout pousser. Puis là, vous allez me dire, ben, on ne voit pas ça dans les champs. Et c'est parce que les producteurs vont toujours faire la gestion de la mauvaise herbe. Ils ne peuvent pas dire, ah, cette année, c'est pas une bonne année à mauvaise herbe, je ne m'en occuperai pas. Donc, il y a toujours une gestion de mauvaise herbe dans les champs. Et donc, puis moi, mon parcours, c'est que j'ai fini aussi ça ressemble un petit peu là, à Émilie Ève, dans le fond. J'ai fini mon doctorat. Mon doctorat était en écologie forestière. J'avais travaillé sur la dynamique de la régénération forestière. Donc, c'était des tout petits plants, mes épinettes étaient mini. Et là, je cherchais un emploi. À un moment donné, il faut travailler, il faut payer les comptes. Et je cherchais un emploi et j'ai vu à Québec un poste en biologiste de recherche en malherbologie. Et en fait, je ne sais pas s'il y avait eu une erreur à l'affichage ou c'est moi qui ai mal lu, mais je pensais que c'était un poste de 2 mois. Mais j'avais besoin de travailler, donc je me rends. Et là, j'apprends à l'entrevue que c'est un poste de 2 ans. Donc, je suis OK, tant mieux. Et donc, et puis là, ça fait 25 ans que je suis au ministère. Donc, j'ai été 5 ans biologiste de recherche. Puis là, les chercheurs de malherbologie à Québec, il y en a une qui est partie dans l'Ouest, l'autre qui est partie en devenir gestionnaire. Donc, j'ai demandé un transfert dans un poste de chercheur et je l'ai eu. Donc, là, ça fait 20 ans que je fais de la recherche sur les mauvaises herbes et j'adore ça. Donc, je me suis retrouvée un peu par hasard avec les mauvaises herbes, mais je suis vraiment contente. C'est vraiment le fun. Ben, moi, j'aime tout ce qui est écologie végétale, donc c'est vraiment, j'adore ça. Et qu'est-ce que ça fait un chercheur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc,
On fournit une expertise et des conseils scientifiques. Des fois, peut me demander, est-ce que telle mauvaise herbe peut croiser avec telle culture OGM? C'est une des questions sur lesquelles j'ai travaillé. Est-ce que, donc, on fournit des conseils scientifiques, soit surtout, on mène des recherches et des enquêtes scientifiques. Donc, dans mon domaine, on va, par exemple, faire des parcelles de recherche. On a 3 fermes de recherche ici à notre centre, 3 fermes de recherche. Donc, on va faire des parcelles, on va comparer les rendements puis la quantité de mauvaises herbes entre, mettons, une nouvelle technique pour remplacer les herbicides, une nouvelle technique de cerclage mécanique, et on va comparer ça avec un herbicide ou avec un témoin enherbé comme j'ai ici. Et ensuite, on ramasse toutes ces données-là. Donc, on collecte toutes les données, combien est-ce qu'il y avait de mauvaises herbes, leur poids, etc. Et on va analyser les données. J'analyse plus longtemps, plus souvent l'hiver aussi. Et ensuite, on va analyser avec des logiciels statistiques. Ensuite, on interprète les données. Donc, on évalue ce qui a marché ou pas. On va présenter les données durant des congrès ou des fois à l'interne. On va présenter à des décideurs. On va collaborer avec des décideurs politiques, mais surtout avec d'autres équipes, avec des chercheurs dans différentes universités, à l'international. Et idéalement, on va aussi publier notre recherche. Donc, ça donne plus de poids à nos travaux là, quand on les publie dans des revues internationales. Donc, c'est un peu ça. Une année dans la vie d'un chercheur. Et donc, et sur ça, j'avais passé la parole à Laetitia. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vous joins également du territoire traditionnel non cédé de la nation algonquienne Anishinaabe et ça me fait aussi très plaisir d'être là avec vous. Comme on l'a dit, moi je travaille à Santé Canada. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada ont comme mission de soutenir et de promouvoir la santé des personnes vivant au Canada. Là, si vous vous dites, wow, c'est hyper large et hyper vague comme mission, vous avez absolument raison et c'est pourquoi Santé Canada emploie des gens qui ont toutes sortes de parcours académiques dans le grand domaine des sciences de la santé, mais aussi des sciences environnementales, sciences des données, des professionnels, des politiques des sciences et évidemment, je passe tous les postes non scientifiques pour faire court. Présentement, je travaille pour la Direction générale des produits de santé et des aliments dans le programme des médicaments pharmaceutiques. Dans mon poste, moi et mes collègues, on est responsable d'évaluer l'efficacité, l'innocuité et la qualité des médicaments afin de déterminer s'ils peuvent être vendus sur le marché canadien. Donc, on est vraiment en amont du j'allais dire du développement pharmaceutique, mais il y a différentes façons de le voir, là. On est à la fin du développement pharmaceutique, juste avant que le produit soit accessible à nous, au public en tant que patient. J'ai travaillé dans plusieurs programmes, en fait, dans mon temps à Santé Canada, en passant autant des médicaments aux instruments médicaux, jusqu'aller aux pesticides, ce qui était géré par Santé Canada, effectivement, et non par l'Agence Agriculture Canada. Et j'ai aussi travaillé en qualité de l'air. Donc, bref, juste un petit survol pour vous dire rapidement comme ça qu'on peut faire plein de choses à l'intérieur du même ministère, mais évidemment, on peut faire des choses semblables dans différents ministères. Et tout ça avec une seule formation. Donc, moi, je ne suis pas retournée à l'école depuis que j'ai quitté parce que comme mes deux collègues avant moi, j'ai aussi fait un doctorat. Puis, si vous vous rendez là, vous allez comprendre pourquoi des fois, une fois qu'on a quitté, on n'y retourne plus.
Puis là, vous pourriez vous dire, ben voyons, c'est juste des personnes avec des doctorats qui viennent nous parler, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça l'a juste à donner comme ça. Honnêtement, en tout cas, à Santé Canada, il y a beaucoup de postes scientifiques qui n'ont pas besoin d'avoir le doctorat. Par contre, dans le poste que moi je fais, c'est une compétence de base, c'est-à-dire ça prend un doctorat pour rentrer dans le poste. Donc, c'est pas un poste où on peut accéder en ayant avec l'expérience de travail. Puis, la raison pour laquelle j'ai fait un doctorat à la base, c'était suite à la recommandation d'une superviseure de stage pendant mon bac, stage que j'ai eu la chance de faire à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Euh, Puis, c'est ce qui m'a introduit au monde de la fonction publique que je ne connaissais pas. Je n'avais pas vraiment de famille ou d'amis qui travaillaient là-dedans. Puis, c'est là que j'ai réalisé que le travail de fonctionnaire pouvait être très appliqué, très concret. En gros, dans le stage, on travaillait sur l'étiquetage de produits antiparasitaires, euh, dont les produits pour entretenir les piscines et également les colliers anti-puces qu'on met aux chiens et aux chats. Puis cet été-là, il y avait eu malheureusement des chats et des chiens qui étaient décédés parce qu'ils étaient trop petits pour la quantité de produits qu'il y avait dans le collier. Et on avait dû réétiqueter en urgence tous ces produits-là pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autres décès comme ça. Puis donc c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser que le travail pouvait être hyper appliqué, même si on était des fonctionnaires. Euh, donc, quand j'ai appris de ma superviseure de stage qu'elle recommandait fortement une maîtrise et idéalement un doctorat pour moi qui souhaitais travailler en sciences au gouvernement, j'ai été un peu prise de court parce que moi, je voulais commencer à travailler immédiatement et c'est pour ça que j'avais fait c'est pour ça que j'avais commencé un programme de baccalauréat coopératif. Mais rapidement pour l'histoire, ça, c'était mon premier stage. Donc, j'ai eu 3 ans pour réfléchir à ces conseils, puis faire d'autres stages, m'informer sur le marché de l'emploi. Puis, à la fin de tout ça, j'ai réalisé que faire une maîtrise en recherche pouvait m'aider à compter autant comme de l'expérience de travail que comme une formation. Donc, ça a été le petit compromis que j'ai fait avec moi-même pour faire la maîtrise. Puis, à la fin de ma maîtrise, j'ai décidé de faire le doctorat parce qu'il y avait une opportunité qui s'était offerte à moi, qui m'intéressait, qui était dans une autre province. Donc, moi, j'avais toujours en tête de travailler pour Santé Canada éventuellement. C'était rendu mon rêve, mon objectif. Donc, en allant travailler dans une autre province, au Manitoba, ça me permettait de devenir complètement bilingue parce que je me disais que ça serait pertinent pour travailler au gouvernement. Puis, tant mieux si les autres ont eu d'autres expériences, mais pour Santé Canada, c'est absolument essentiel d'être bilingue. Anglais, ben, c'est pas vrai. C'est absolument essentiel d'être très bon en anglais. Euh, donc, c'était essentiel pour moi d'être bilingue puisque je suis francophone. Mais en bout de ligne, l'histoire et ma trajectoire m'a très bien servi parce que comme je complétais mon doctorat, il y a un poste, ben, il y a une compétition qui s'est ouverte pour le poste dans lequel je suis en ce moment. Puis j'ai réussi, puis j'ai commencé mon aventure aussi sur un contrat de 2 ans. Petit aparté, c'est généralement comme ça qu'on rentre du moins à Santé Canada, je ne parlerai pas pour les autres ministères. Donc, si on vous offre un contrat, c'est pas à propos de vos compétences, c'est juste que c'est généralement comme ça qu'on rentre au gouvernement. C'est extrêmement rare de rentrer dans un poste permanent. Donc, faut accepter un peu le risque. Euh, mais c'est ça, ça s'est très bien passé, évidemment. Puis j'ai beaucoup aimé le poste, puis j'ai réussi à très bien m'intégrer. Donc, on m'a offert un poste permanent après les 2 années. Donc, pour
clore mon histoire avec peut-être une journée typique dans mon poste, ça consiste pas mal à lire des descriptions d'études scientifiques qui peuvent être soit des études in vitro, in vivo ou des études cliniques et à rédiger un rapport sur ce que j'ai lu. Là, on s'entend, je ne parle pas d'un rapport style club de lecture. Le but du rapport est de détailler les raisons qui appuient la recommandation que je fais à la fin, c'est-à-dire est-ce qu'on doit approuver le médicament ou le rejeter. Comme vous vous en doutez, ces décisions-là peuvent être hautement critiquées, autant que la décision soit positive que négative. Et donc, c'est pas rare que cette décision-là d'approuver ou de rejeter le médicament soit amenée en cours pour être renversée. Et dans ces cas-là, quand ça va en justice, ben, nos rapports d'évaluation constituent les preuves essentielles du procès. Donc, tout ça pour dire que mon travail implique des capacités clés comme poser un regard critique sur les données scientifiques complexes et parfois en opposition, rédiger clairement et efficacement des concepts complexes et être capable de faire des recommandations qui sont valides autant d'un point de vue scientifique que légal et réglementaire. En fait, techniquement, je ne suis même pas une scientifique pour le gouvernement, je suis une administratrice de la loi sur les aliments et les drogues. C'est juste que ça donne que la partie de la loi et des règlements que j'administre, c'est celle sur la validité scientifique des données. Et donc, ça prend des personnes qui ont des compétences et des connaissances scientifiques pour administrer cette partie-là de la loi. Donc, tout ça, c'est pour une journée typique. Dans les journées moins typiques, on rencontre des compagnies pharmaceutiques pour leur donner des conseils sur leur dossier, s'assurer qu'ils ont un dossier complet qui va nous permettre de l'évaluer au complet. Parce que si ce n'est pas complet, ben, on veut pas, personne ne veut perdre du temps, ni eux, ni nous. Donc, ils apprécient bien nos conseils là-dessus. On a des réunions d'équipe pour discuter des différents dossiers sur lesquels on travaille, puis essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Que des fois, certaines personnes ont rencontré ces problèmes-là dans d'autres dossiers, mais beaucoup de la science qu'on fait, c'est de la science de pointe. Vu que c'est des médicaments sous brevet, c'est tout secret. Donc, on est les premiers souvent à avoir toutes ces informations-là ensemble sur un médicament. Donc, des fois, nos problèmes n'ont pas encore de solution. Donc, c'est le fun d'en parler pour ça. Puis, évidemment, ben, on fait des formations pour se garder à jour, autant dans notre domaine scientifique qu'au niveau des règlements et des politiques qui affectent notre travail et qui continuent d'évoluer, tout comme la science évolue. Donc, prochaine diapositive. Donc, on a déjà mentionné un peu les normes de qualification, donc je ne reviendrai pas trop là-dessus. Par contre, je vais rajouter que ça dépend beaucoup des ministères, puis dans un ministère, ça dépend beaucoup des postes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous limitez, par exemple, à la classification SE, vous pourriez manquer des postes très similaires, mais qui, dans un autre ministère ou un autre groupe, vont être classifiés BI. Je sais, c'est dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, soyez aussi ouverts que possible, je vous dirais. Puis, comme j'ai un peu mentionné au début dans le cadre de mon histoire, la même personne peut fitter dans plusieurs classifications. Donc, limitez-vous pas en vous disant, ah ben moi, mon diplôme, c'est un diplôme en biologie, donc je vais chercher un emploi BI. Honnêtement, ça n'a pas vraiment rapport. Moi, j'ai fait un baccalauréat en pharmacologie, une maîtrise en physiologie humaine, un diplôme interdisciplinaire en sciences appliquées de la santé. Présentement, je suis classifiée BI. OK, on peut se dire que ça fit, sciences biologiques, sciences humaines, biologie humaine. Par contre, je suis aussi classifiée en EC, en gestionnaire de biostatistique, parce que j'ai des cours et des compétences et des expériences qui me permettent de remplir les critères pour une compétition ou un emploi de type EC. Puis, je me suis aussi déjà qualifiée dans un concours PC, qui est pour sciences physiques, parce que pour ce poste-là, j'étais capable de remplir les critères grâce aux formations que j'avais suivies puis aux expériences que j'avais. Donc, tout ça pour dire, il faut toujours lire
les compétitions. Puis, faut jamais assumer, faut garder l'esprit ouvert. Puis là-dessus, je vais arrêter là pour qu'on ait assez de temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question pour qu'on puisse élaborer sur ce qui vous intéresse. Un grand merci à tous nos experts pour leurs interventions et leurs contributions éclairantes durant leur présentation. Nous allons maintenant passer à la période des questions et des réponses. Petit rappel que vous pouvez poser vos questions en utilisant le bouton Q&A en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez aussi supporter les questions qui vous interpellent en mettant une mention du pouce levé ou du thumbs up en anglais. Alors, je vais passer à la première question. La voici. J'ai une maîtrise et 12 ans d'expérience en recherche. Je postule depuis de nombreuses années sur de nombreux postes en recherche, mais je n'ai jamais franchi la première étape de recrutement. Je réponds pourtant aux questions en utilisant la méthode de STAR. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Alors, je pense que je vais poser la question à Laetitia en premier. Et pour les deux autres experts, vous pouvez donner vos interventions par la suite. Alors, à vous, Laetitia. Merci. Merci pour la question. Évidemment, c'est difficile de commenter sur un sujet spécifique, mais dans mon expérience où j'ai eu beaucoup de difficultés à réussir les compétitions, c'est généralement un manque de détails qui fait que votre application va être rejetée dès le screening. Donc, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui explique ses compétences à quelqu'un qui n'a aucune idée. Donc, imaginez que vous expliquez à votre petit cousin que vous n'avez pas vu depuis 15 ans, c'est quoi vos expériences. Puis ça va peut-être vous aider à donner le niveau de détail requis. Je ne sais pas si Marie-Josée et Émilie-Ève, vous avez d'autres commentaires à faire à cette question-là? Oui, pour ajouter à ce que Laetitia partageait, moi, un truc qui m'avait été donné à une gestionnaire quand j'ai commencé à appliquer, c'est utiliser exactement les mots-clés qui sont dans la description de poste. Parce que des fois, ça peut être la gestionnaire de l'équipe qui va lire vos applications, donc une personne comme moi, Marie-Josée ou Laetitia, puis comme si on est capable de lire entre les lignes. Mais des fois, ça peut être des conseillères RH qui connaissent pas nécessairement vos domaines, puis qui vont aller chercher les mots-clés, puis voir s'il y a un appariement justement entre la description de poste puis vos questions d'examen. Donc, non seulement d'utiliser justement ces mots-clés-là, mais comme ça le disait, de bien les expliquer et de bien les décrire. Un autre petit conseil aussi qui pourrait porter fruit, c'est justement essayer d'aller parler à quelqu'un que vous connaissez qui travaille au gouvernement, qui a fait des compétitions, qui est peut-être dans votre domaine, pour discuter justement de votre approche, peut-être lui montrer les réponses que vous avez données aux questions pour que cette personne puisse vous donner des conseils assez pointus pour s'améliorer. Ouais, moi aussi, j'irais dans ce sens-là. Puis même que ça se peut que la personne au RH, elle ait juste son surligneur puis qu'elle regarde, tu sais. Fait que là, si c'est marqué « Avez-vous de l'expérience en identification de mauvaises herbes? » Ben, tu peux reprendre carrément la phrase puis dire « J'ai de l'expérience en identification de mauvaises herbes parce que j'ai fait un cours de taxonomie, blablabla. Bla, bla. » Puis là, pour que tu t'imagines que tu es la personne des RH puis que tu peux surligner « Ah, la personne, on a demandé de l'expérience, elle a répondu, j'ai souligné, etc. » Donc, tu sais, des fois, je trouve les questions, les postes au ministère, c'est très catégorique, puis c'est très surligné. Puis là, c'est des points pour chaque réponse. Puis là, si tu veux passer au niveau 2, ben il faut être des points minimum. Fait qu'il y a tout. Fait que c'est bien important là, de s'imaginer avec un surligneur là, qu'on répond très bien à chaque
critère puis à chaque question comme telle. Ouais, je vais me permettre de dire que j'utilise la même exacte formulation qui a été prononcée par Marie-Josée pour les compétitions. Je vais passer à la question suivante. Oups. Quelle vision avez-vous pour votre carrière ainsi que la fonction publique pour les 5 prochaines années? Je vais passer cette question-là à Marie-Josée. Ma carrière, ben, j'espère qu'elle va continuer encore 5 ans. Ça fait déjà 25 que je suis là. Je pense que pour les mauvaises herbes, pour la gestion des mauvaises herbes, je pense que on va essayer, ben là, on a beaucoup de programmes. Dernièrement, on cherche des alternatives aux herbicides de synthèse. Puis, on a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, je travaille maintenant avec un collègue on essaie de développer des alertes au désherbage basées sur des photos. Donc, l'intelligence artificielle regarde les photos de mauvaises herbes, puis avec l'information des agronomes aussi qui les ont regardées, là, on veut développer comme une alerte en disant, OK, là, il y a assez de mauvaises herbes, c'est le temps de désherber. Donc, par exemple, fait que je vois beaucoup de la robotique là, s'intégrer dans notre... en fait, dans tout ce qui est ce que je mentionnais, la phytoprotection à l'Agriculture Canada. Donc, c'est vraiment, je vois beaucoup de robotique qui s'en vient parce que c'est dispendieux, mettons, surtout les cultures horticoles qu'on envoie des gens arracher des mauvaises herbes ou sarcler, ben c'est dispendieux. Si on a de plus en plus, je pense que les robots vont devenir de plus en plus intégrés, de moins en moins chers. Ça va être comme les ordinateurs d'autrefois, personne ne pouvait s'en acheter. Maintenant, tout le monde en a un dans sa poche. Mais je pense que ça va devenir un peu comme ça aussi au niveau de la robotique. Il va y avoir de plus en plus de robots, etc., qui vont désherber. Je pense que c'est un peu ça le futur. Laetitia et Émilie-Ève, est-ce que vous voulez aussi vous prononcer sur cette question-là? Ben, j'ai des choses à partager, mais je vais peut-être donner la parole à Laetitia en premier. D'accord, je peux ben, rapidement, dans les 5 prochaines années, j'espère progresser dans un poste de gestionnaire. J'ai déjà réussi des concours là-dessus, mais ça, c'est la première étape. L'autre étape, il faut qu'il y ait des postes qui se libèrent. Donc, ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis au niveau, dans mon domaine, ce qui est très actif en ce moment, c'est la coopération avec les autres agences réglementaires internationales. Donc, on regarde des modèles de partage de travail, par exemple, ou tu sais, comment partager nos rapports d'évaluation pour essayer d'accélérer le travail. C'est beaucoup ça, le mot d'ordre. Puis évidemment, on a l'intelligence artificielle qui va venir jouer. On n'a rien de aussi concret que du côté de Marie-Josée, donc je ne peux pas trop savoir ça va avoir l'air de quoi, mais c'est sûr que ça va nous prendre des gens dans le futur proche, qui ont l'esprit critique pour faire leur travail, puis aussi voir comment l'intégrer avec des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle. Bon succès dans tes compétitions, Laetitia, en passant. Donc, moi, de mon côté, ce que je veux voir au cours des 5 prochaines années pour ma carrière, c'est d'avoir plus de collaboration, justement, avec les autres organismes du gouvernement, les autres pays, puis qu'on travaille en collaboration. Les, les fonds publics s'amenuisent beaucoup ces dernières années et les problèmes deviennent de plus en plus complexes. Donc, c'est vraiment important qu'on soit dans une perspective de coordination, de coopération, qu'on innove ensemble, parce que pour ceux qui ne sont pas au gouvernement, des fois, on travaille un peu de façon isolée, puis ça mène pas souvent à des solutions qui sont très viables, parce qu'on a chacun un morceau du casse-tête, mais on pense qu'on a tout le casse-tête ou on peut pas le mettre ensemble pour certaines raisons. Fait que ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur.
En ce qui concerne l'intégration des sciences du comportement aux questions de concurrence, toutes les questions d'intersectionnalité, de justice sociale sont très présentes dans beaucoup de sciences sociales, mais en ce qui concerne la concurrence, c'est des questions qui sont plus récentes, qui vont avoir besoin d'être davantage considérées parce que la compétition affecte pas tous les gens de la même façon, puis surtout les personnes qui sont sous-représentées payent souvent le prix le plus fort des pratiques justement monopolistiques ou des pratiques de marketing trompeuses. Donc vraiment donner une voix à ces groupes-là par l'entremise de la recherche, c'est quelque chose qui va être très important pour nous. Puis au niveau du GC du gouvernement du Canada, ben, moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus de scientifiques dans des positions de leadership. On a vraiment besoin d'être représentés parce que souvent, les gens qui se retrouvent dans les grands postes de décision ont plus des compétences, disons, comme en politique. Je parle pas comme de politique comme les partis politiques, mais les politiques en termes de les règles que le gouvernement applique. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens, justement, avec des compétences scientifiques qui vont venir représenter les approches basées sur les données, probablement parce que les scientifiques préfèrent faire de la science que de l'administration, et je les comprends, mais ça prend des gens pour défendre nos intérêts. Puis aussi, j'espère voir des réflexions vraiment plus approfondies sur la façon dont on travaille dans le gouvernement. J'ai parlé des silos, mais aussi de dépasser toutes les questions de la fonction publique est trop grosse, c'est pas assez grosse. C'est pas juste ça, c'est aussi comment on travaille, comment on collabore ensemble. Donc ça, je pense que ça va être une chose très importante, encore une fois, sur lesquelles se pencher. La prochaine question, je vais la poser à vous trois. C'est une question super pertinente, surtout avec les discussions des valeurs et de l'éthique dans la fonction publique. Comment gérer le fait d'être scientifique objectif tout en respectant les priorités du gouvernement? Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, mais moi, je trouve que c'est une bonne question. Je peux commencer, je l'ai peut-être plus facile parce que dans mon poste, les priorités politiques des gouvernements affectent pas vraiment mon poste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que mon travail, c'est d'administrer une partie de la loi. Donc, c'est sûr que si les gouvernements changent la loi, potentiellement, ça pourrait affecter mon travail. Mais bref, la partie de la loi que j'administre sert à ce que les Canadiens aient accès à des médicaments sûrs et efficaces. Donc, c'est pas dans l'intérêt des gouvernements de réduire nos pouvoirs. Puis en fait, récemment, on a surtout vu des augmentations de pouvoir pour s'assurer qu'on avait les moyens. Mais je pense que la loi de Vanessa, là, on avait les moyens d'aller chercher des médicaments qui étaient reconnus pour être non sûrs ou non sûrs dans certaines catégories de patients, qui étaient des pouvoirs que la loi ne donnait pas avant. Donc, bref, tout ça pour dire que de 4 ans en 4 ans, mon travail change pas vraiment. Puis si un gouvernement change de cap en cours de mandat, ça l'affectera pas mon jour le jour non plus. Ceci dit, il faut rester absolument intègre dans notre travail, peu importe qui est au-dessus de nous. Puis ça, c'est à tous les niveaux, pas juste au niveau du gouvernement, mais même notre patron. Là, je pense que la question, c'était comment. Mais ça, je pense que c'est en vous que vous trouvez la réponse. Il n'y a pas de recette secrète, puis c'est sûr qu'il va arriver des moments où vous allez devant une situation où vous vous dites est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que je fais rien? Moi, la façon que je gère ça, c'est de me dire j'ai la chance incroyable d'être payé pour servir les Canadiens. Donc, j'aime mieux prendre action
que de briser cette confiance-là que les Canadiens ont en moi. Puis je veux dire, à leur défense, ils n'ont pas voté pour moi. Ils sont pris avec moi, qu'ils veuillent ou pas. Donc, c'est une question personnelle pour moi de m'assurer de maintenir leur confiance dans tous les contextes. C'est peu importe ce qui se passe au niveau politique, peu importe ce qui se passe au niveau plus proche. Peut-être que ça ne répond pas à la question, mais c'est ma réponse. Ben moi, Merci, Laetitia. si je peux me permettre, moi, c'est que les priorités, en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que des fois, là, je ne savais pas que je changerais autant de fois de sujet de recherche. Fait que c'est juste ça qui m'énerve un peu parce que, dépendant des priorités, là, je change de sujet. Mais ça ne change pas ma conclusion. Si les données disent un truc, c'est ce que je dis. C'est les données qui parlent. Donc, ça ne va jamais changer, puis je vais toujours dire ce que les données disent. Donc, ça, il n'y aura pas d'issue, puis il n'y a pas de problème. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de problème de dire ce que les données, on dit ce que les données disent, voilà. Et ça ne cause pas de problème. C'est juste que les priorités changent, puis là, ben, on change de sujet. Donc, ça, en tout cas, j'aurais aimé ça, me préparer un peu plus à changer plus souvent de sujet, parce que là, si je me garderais, si j'étais à recommencer, il y a des façons d'essayer de garder le même sujet, puis de pouvoir, il y a des sujets qui sont plus faciles à mettre à différentes sauces. Donc, j'aurais un peu plus m'aligner pour faire ça, trouver des sujets qu'on peut facilement mettre à plusieurs sauces. Des fois, bon, on ne peut pas du tout, dépendant des priorités, mais maintenant, j'essaierai de trouver des façons de pouvoir un peu plus conserver, travailler tout le temps. Ben, j'essaye, comme en travaillant sur l'herbe à poux, par exemple. Ben là, l'herbe à poux, je suis capable de l'adapter à, bon, est-ce qu'on veut des alternatives aux pesticides? Oui, je peux mettre l'herbe à poux là-dedans. Est-ce qu'on veut de la robotique, je peux mettre l'herbe à poux. Est-ce qu'on veut, là, je suis capable de mettre l'herbe à poux un peu partout. Je le garde comme dans mes sujets de prédilection. Fait que ça va bien, mais j'aurais dû le faire dès le début. C'est un peu ça. Et moi, je vais continuer un peu sur ce que Laetitia et Marie-Josée ont dit. Alors, là où je travaille présentement au Bureau de la concurrence, on est un organisme indépendant. Donc, la perspective du Canada et de plusieurs pays du G7, c'est que la compétition doit demeurer indépendante des intérêts politiques, justement pour s'assurer qu'on garde une économie stable. Donc, j'ai la chance de pas nécessairement être impacté par les changements de priorité. Mais ceci étant dit, j'ai été dans des départements qui vont beaucoup changer suite aux priorités du gouvernement, comme Emploi, Développement social Canada, comme tu peux passer vraiment de programmes super différents d'un gouvernement à l'autre, dépendamment où on se situe sur le spectre politique. Mais je pense que en bout de ligne, c'est toujours important de garder en tête que c'est vos valeurs de scientifique qui sont votre boussole. Donc, comme José disait, c'est les données qui parlent. Laissez les données chanter leurs chansons. Puis au gouvernement, il y a un proverbe, je ne sais pas c'est quoi en anglais, en français, mais en anglais, c'est Fearless Advice, Loyal Implementation. Donc, c'est important. Vous gardez votre intégrité en communiquant les résultats des données. Puis c'est là souvent que vous allez vous allez pouvoir maintenir cette intégrité-là. C'est en disant ce que vous observez, pas en vous censurant. Est-ce qu'on va écouter ce que les données ont à dire? Ça, c'est une autre question. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut accepter quand on travaille au gouvernement. On travaille pour une organisation qui est très
complexe. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle, mais en même temps, comme tu disais, c'est un très grand privilège que d'être ici et de servir les Canadiennes et les Canadiens. Merci à vous tous. Je vais poser cette question-là à Laetitia, puisqu'elle a mentionné qu'elle était étudiante coop. Comment procéder un jeune diplômé coop peut-il prétendre à un poste en sciences au sein du gouvernement du Canada et le temps que la procédure peut mettre avant d'avoir un succès? C'est une excellente question. J'ai pas appliqué moi-même en tant que diplômée de mon bac. Par contre, je sais qu'à l'époque, à confirmer si c'est encore vrai, quand on avait fait un stage coop ou un travail en tout genre pour le gouvernement, on était mis dans un bassin où on pouvait appliquer dans un bassin FSWEP. Euh, Peut-être que les gens du réseau peuvent nous mettre des petits liens ou l'acronyme en français au moins dans le chat. Euh, donc, parce que dans le fond, si vous avez déjà si vous avez déjà travaillé pour le gouvernement, vous avez déjà votre code de sécurité, donc c'est plus facile de vous embaucher. C'est un peu ça le principe. Donc, vous avez une longueur d'avance sur tout le monde. Moi, ça ne s'est pas appliqué parce que j'ai fait trop d'études après mon stage coop, donc je n'étais plus admissible. Après ça, combien de temps que ça peut prendre? Ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 2 ans. Malheureusement, ça dépend de beaucoup de facteurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, essayez. Honnêtement, ça coûte rien d'envoyer un courriel. Euh, Évidemment, essayez de faire ça de façon professionnelle pour pas, vous ne voulez pas spammer les gestionnaires non plus. Mais si vous avez un CV que vous pensez qui cadre bien avec une équipe ou vous avez fait un stage quelque part puis vous vous demandez s'ils ont des ouvertures, demandez. Ça coûte rien. Puis au mieux, ça peut déboucher sur quelque chose. On va devoir malheureusement finir pour aujourd'hui la session Q&A. Je veux dire merci à tous nos experts qui nous sont joints à nous et merci à vous d'être venus. N'oubliez pas de consulter les autres sessions de carrière sur les projecteurs tous les mardis tout au long du mois d'août. De plus, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise des journées d'apprentissage en personne et les forums des futurs leaders dans tout le pays tout au long de l'année. Nous avons ajouté des nouvelles villes à notre programmation et vous pouvez savoir si nous venons près de chez vous en consultant la liste des villes et des dates sur notre page wiki. L'inscription est gratuite et vous ne voudrez pas manquer cette occasion de réseautage en personne. Avant de partir, il y aura un autre petit sondage qui apparaîtra sur votre écran et la question qui sera posée va être: cette séance était-elle un bon usage de votre temps? S'il vous plaît, remplir ce sondage avant de partir. Et je vous remercie à vous tous d'être joints à nous et bonne chance à vous dans votre carrière professionnelle.